Bon après-midi tout le monde. Mon nom c'est Daniel Kelly-Daou. Je suis le président de l'Association des résidents et résidentes de l'île de Hall. On a eu une très belle matinée, puis maintenant on a aussi un très bel après-midi de prévu. Rapidement, je vais présenter le conférencier Raymond Ouimet qui va ouvrir l'après-midi pour nous. Je me suis inspiré un peu là, de ce qu'il y avait sur Internet là, pour le présenter. Mais vite fait, il est né dans une petite maison en bois papillon. Une petite anecdote personnelle, papillon, un de mes bons amis, c'est un papillon de la région ici. Puis c'était, je pense que c'est son arrière-grand-père, Georges Papillon, qui était responsable, là, puis là j'ai lu ça sur Internet aussi, qui était responsable de donner du bois puis vendre pas cher du bois pour les maisons allumettes après le grand feu. Fait que son petit-fils, Alexandre, c'est un bon ami à moi, en tout cas. Fait que tu es né dans une maison construite de bois vendu et donné par M. Papillon, située dans une ville qui s'appelait autrefois Hull, maintenant devenue Gatineau. Il a présidé le Centre régional des archives de l'Outaouais. Il a fondé la revue Hier encore à cet endroit-là. Il a tenu diverses chroniques à la radio. Il a été fonctionnaire. Il a présidé la coopérative d'habitation Reboul. Il a fait de la politique municipale active de 1982 à 1991 et collaboré au journal Le Droit. J'aime bien dire que Raymond Ouimet est un historien populaire de l'île de Hull, une histoire qui le passionne. Il a publié beaucoup d'articles, magazines, écrit plusieurs livres, puis gagné des prix, dont l'Ordre de Gatineau en 2007. Donc, avec cette petite brève introduction-là, je cède la parole à Raymond, puis on aura la chance de lui poser des questions là, par la suite, puis échanger un petit peu avant le panel à 2 heures. Merci. Wow, c'est dur ses yeux. Si je me mets là, je suis correct? On va juste moins voir. Dans la lumière. Dans la lumière. Ah, ben, j'aime pas la lumière. Si je pense en micro, on t'entend pas. Bon, ben merci de votre accueil. Connaissez-vous le bâtiment dans lequel vous êtes actuellement? Il n'y a personne qui a de remonter plus haut? Ouais, oui, c'est vrai que c'est loin dans le temps. Ça a été conçu pendant que j'étais adolescent. Donc, comme j'étais un baby boomer, ça fait longtemps. Mais ça s'appelait le pavillon Alouette. Oui. Et l'endroit où vous êtes, sur le plancher sur lequel vous êtes assis, eh bien, c'était une patinoire. Ouais, un patin à roulettes qui a été très, très, très populaire. Ah, il y a quelqu'un qui s'en souvient? OK. Et en haut, c'était des salles de quilles. Il y avait 2 salles de quilles superposées. Ah, c'était un endroit très, très achalandé. À côté, le terrain appartenait à un monsieur Legault. Et les gens appelaient ça le rond à Legault parce que l'hiver, c'était une patinoire qu'il y avait là. Payante pour pas tellement cher, donc les gens allaient patiner là. Ça, c'est dans le temps qu'on avait des hivers froids. et l'été, ben, se tenait là souvent des kermesses, des tombolas, etc. Tout ça pour dire que c'était un quartier quand même pas mal animé. Le quartier, ça dépend de quel coin on parle. Ça a toujours été divisé pas mal par la rue Saint-Laurent, qui est aujourd'hui le boulevard des Allumettières. L'autre côté de Saint-Laurent, les gens l'appelaient le 5, quartier numéro 5, mais on l'appelait aussi la Petite Ferme. Parce qu'à partir des fin des années 1870, 78, 77, 78, le terrain a été cédé, les Wright ont cédé le terrain aux Oblats de Marie-Immaculée, qui ont là fait une ferme. Et le nom Petite Ferme est resté longtemps, jusqu'à les années 40. Les Oblats ont divisé ça, subdivisé ça, ont loué des terrains comme les Wright le faisaient, sur lesquels les gens construisaient des maisons. Mais quand est arrivée la crise économique puis tout ça,
Ils n'avaient pas trop envie de reprendre les terrains parce que les gens n'étaient pas capables de payer les loyers. Donc, ils vont céder ça à un notaire qui, lui, va s'occuper de récupérer les terrains quand il le fallait, quand les gens n'étaient pas capables de payer leurs taxes. Il faut savoir que pendant la crise, à partir de 1930, finalement, on parle toujours de 1929, mais c'est à partir de le printemps 1930 qu'on a commencé à subir les effets de la crise. Eh bien, des gens ont perdu leur maison parce qu'ils ne pouvaient pas payer leurs taxes. Et à un moment donné, la ville va cesser de saisir les maisons parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec. Quand il n'y a personne qui a de l'argent, hein, on ne paye pas. Alors, la petite ferme, qu'on va appeler plus tard aussi les terres noires, j'imagine que toute la terre ou à peu près dans le coin était noire, on disait que c'est de là que venaient les plus belles filles de Hull. Mais il y en avait encore des plus belles, mais elles étaient à Pointe-Gatineau. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de mélange possible. Hein. Les garçons de Hull étaient très malvenus à Pointe-Gatineau. On n'allait pas à Pointe-Gatineau. Donc, ici, en fait, il y a une paroisse qui va être fondée, Saint-Rédempteur, très Saint-Rédempteur, en fait, en 1902. Les terrains de la paroisse vont être cédés par la paroisse Notre-Dame, pour qui l'île de Hull, ça devient trop grand. Marcher pour les gens à partir de la rue Saint-Étienne ou de la rue du boulevard Sacré-Cœur, c'était trop loin pour aller à l'église qui est située au coin de Victoria et Notre-Dame. Donc, on va céder ça à l'archevêché qui va créer une paroisse de séculiers en 1902. Et c'est le quartier, ça va être le quartier, il faudrait regarder les statistiques aujourd'hui, mais le plus pauvre de la ville de Hull. Pauvre, le 5. Donc, paroisse en 1902, une église qui va se construire, qui va brûler en 1915. Si on est habitué au feu, hein? On brûle beaucoup. L'église ne sera... La vraie église va être reconstruite que dans les années 1960. Et tout ça parce que les gens n'ont pas d'argent pour construire une église. Donc, on va construire un sous-sol sur lequel devait être construite une église dans le style du 19e siècle et qui jamais va voir le jour. Celle qui va être construite va être en style moderne, le style des années 60. Et comme on n'avait pas fini l'église, on va faire seulement un sous-sol, puis on va mettre un dôme sur le sous-sol. Et là, le nom de la paroisse va changer. C'est-à-dire que les gens vont changer le nom de la paroisse. Les gens vont dire, lui, il vit dans la paroisse plate. À cause du toit de l'église. C'était appelé comme ça jusqu'à temps qu'on construise l'église qui est devenue un RPA, une RPA, résidence pour personnes âgées. Pardon? Voilà, la résidence de l'île, effectivement. Étonnamment, à l'époque, on avait à la ville, j'étais à l'époque à la ville, on avait, avec M. Rocheteau, on avait regardé la possibilité de ne pas vendre l'église, c'est-à-dire de la transformer en logement social, mais en gardant au sous-sol les fonctions religieuses, de sorte que les gens ne soient pas perdus, d'autant plus que c'était plus facile pour les gens d'aller à l'église-là qu'aller se rendre à Sainte-Bernadette ou encore à Sacré-Cœur. Mais c'est l'Église qui a refusé. Ça, c'est peu connu, ça, c'est peu connu. C'est un quartier qui va être éprouvé comme l'île de Hull de l'époque. Une ville qui est construite en bois, c'est une ville dans laquelle il va y avoir des incendies. D'autant plus que souvent, lorsqu'on isolait les maisons, on les isolait avec du brandy ou encore avec des journaux. Hein? Quand on défait des murs, des endroits, là, on s'aperçoit, on trouve des journaux. Et il va y avoir aussi des explosions. Il y a une entreprise qui, 1909-1908, va s'installer sur la rue Émile Bond. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est l'autre base du ruisseau de la Brasserie, à peu près derrière l'aréna, là.
et ça s'appelle la General Explosive. Eux autres, ils fabriquent des explosifs. Et cet explosif-là qu'ils fabriquaient, on appelait ça de la virite. C'est une sorte de dynamite qui ne portait pas le nom de dynamite. Imaginez, on construit ça à côté d'un quartier là, populaire, pas mal, avec pas mal de monde dedans. Et il ne faut pas oublier que de l'autre côté, ben, il y avait le boulevard Saint-Joseph, qui n'était pas un boulevard, qui s'appelait chemin de Chelsea, mais qui se construisait aussi. Et les gens, pour convaincre le conseil municipal de laisser construire un entrepôt d'explosifs, ben, on va faire un gros spectacle dans l'île de Hull, sur la rue principale, promenade du Portage aujourd'hui. On va monter sur le toit d'édifice, on va montrer aux politiciens que c'est pas dangereux, la virite. Fait qu'on laissait tomber des caisses de virite sur la rue à partir d'un 3e étage, puis rien explosait. Puis après ça, ben, on s'est mis à tirer sur les caisses d'explosifs, puis ça n'explosait pas. Voilà le conseil municipal convaincu que c'est une bonne idée d'avoir un entrepôt d'explosifs dans un quartier populaire. C'est pour vous dire que dans les conseils municipaux, on ne pense pas toujours à long terme. La preuve en est l'aréna. Écoutez, moi, je suis ici pour vous dire ce que je pense. Là, que je ne mettrai pas de filtre. Fait qu'imaginez donc, on n'avait pas dit aux gens du conseil, puis de toute façon, ils n'auraient peut-être pas compris, que pour faire exploser de la dynamite comme de la virite, ça prend un détonateur. Et la compagnie va avoir l'idée d'entreposer les détonateurs avec les explosifs. Alors, on est le 8 mai 1910, et il y a un feu de broussailles qui va prendre l'autre côté du feu de la brasserie, et le feu de broussailles va se rendre à l'entrepôt d'explosifs. Pendant ce temps-là, il y a le parc de baseball. Il y a un parc de baseball dans le quartier qui est très populaire. La preuve qui est très populaire, c'est que cette journée-là, c'est un dimanche, il y avait 2000 personnes. Il est à peu près 5h30 de l'après-midi. Il y a 2000 personnes qui sont au parc voir un match de baseball. Et le feu va se rendre à l'entrepôt et va prendre après les détonateurs. Les détonateurs vont exploser, vont détonner. En détonnant, ben, ils vont faire exploser la dynamite. Et là, une partie du quartier, ben, en fait, l'explosion, heureusement, les gens sont partis du parc 15 minutes avant l'explosion. Mais il restait encore des gens sur les lieux. Donc, il va y avoir une grosse explosion qui va... Il faut savoir qu'il y avait des carrières dans ce coin-là. Donc, des grosses roches, jusqu'à 200 kilos apparemment, vont être projetées dans les airs. L'explosion est tellement forte qu'au Rideau Hall, donc la maison du gouverneur, la cheminée va tomber. Ici, il va y avoir 9 morts. On a des photos de cette époque-là, où on voit les maisons transpercées par les roches. Et il va y avoir environ 33 à 36 blessés, au moins qui ont été reconnus. Alors, ça a dévasté le quartier. On a eu peur de ça dans le quartier, on a eu peur du conseil municipal, des décisions du conseil municipal. On a eu peur à moins que ça. C'était un quartier qui avait des équipements. Quand on compare à aujourd'hui, il y avait une gare de chemin de fer, que les gens, qui était nommée officiellement la gare Beamer, ça, du nom de l'entrepreneur qui avait construit le pont interprovincial, qu'on appelle aujourd'hui le pont Alexandra. Je vais vous dire qu'il s'est toujours appelé, en fait, sauf la première année là, du pont, la première année, on l'a appelé le pont interprovincial officiellement, mais les gens l'appelaient pas mal le pont Beamer. Puis après ça, un an ou deux après, on l'a appelé Royal Alexandra. Mais les gens ne l'ont jamais appelé. Les Hullois n'ont jamais appelé ce pont-là Royal Alexandra. Ils l'ont toujours appelé le pont interprovincial. Vous allez voir, d'ailleurs, il y a des plaques sur le pont. À l'entrée du pont, c'est écrit dessus pont interprovincial. Mais le nom Royal Alexandra va fonctionner qu'avec l'arrivée des fonctionnaires puis des journaux qui vont utiliser le nom officiel.
Mais il faut savoir qu'au coin de la rue Laurier, puis de l'entrée du pont, qui était à l'époque la rue Bayou, la configuration n'était pas celle d'aujourd'hui, il y avait un hôtel, lequel s'appelait l'Hôtel Interprovincial. Ça aidait bien gros à maintenir le nom d'Interprovincial. Fait que la plupart des gens qui sont à peu près de ma génération l'appellent encore le pont interprovincial. Donc, il y a une gare sur laquelle les trains passaient régulièrement, entre autres pour aller à Montréal. C'était le Canadien Pacifique. Et c'est une chose, moi, qui m'étonne beaucoup aujourd'hui parce que la CCN a décidé de détruire le pont, comme vous le savez. Apparemment que le pont n'est pas assez solide. Et c'est pas d'hier qu'on nous dit des trucs comme ça. Quand sont arrivés les autobus modernes avec les grandes vitres en avant, là, on est en 64, 65, c'est des autobus qui pèsent environ 15 tonnes. Et là, les travaux publics ont dit, ils ne pouvaient pas laisser passer ces autobus-là sur le pont. Bien trop lourd, 15 tonnes. Puis en même, c'est drôle, à chaque fois, on oublie qu'il y a des locomotives qui passaient là. Hein? Puis ils pesaient pas mal plus que 15 tonnes. Hein? Et pas seulement des locomotives pour transporter des passagers, mais aussi pour des marchandises. Hein? Fait que ça, c'était régulier. Je pense à ma compagne, elle vivait à 3 portes de la voie ferrée sur Laval. Elle me disait, chaque fois que le train passait, toute la vaisselle tremblait dans les armoires. Et pour les enfants, ben, on riait de ça. Donc, aujourd'hui, je me pose des questions sur la démolition du pont interprovincial. Je pense qu'on a le droit de se poser des questions. Et si le pont interprovincial est dans si mauvais état que ça, bien, j'imagine que dans 5-6 ans, ça va être le pont de Québec qu'on va démolir. C'est le même système. C'est le même système de structure. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions aux fonctionnaires. Hein? Parce que parfois, ils peuvent nous en passer des bonnes. Y compris aux membres du conseil municipal. Autre chose qu'il y avait dans le quartier, un SCOP. Vous savez ce que c'est, un SCOP? Ouais, ben, les anglophones appelaient ça un Nickelodeon. En français, c'est un SCOP. Il y avait le SCOP, on l'a appelé la salle Lavigne, puis aussi le SCOP Frontenac, qui était au coin des Allumetières puis de la rue Aidée. Et le propriétaire, ben, ça a fonctionné pendant 6 ans. Donc, à partir de 1905. En 1905, le cinéma est jeune, hein, est très jeune. Un film, à l'époque, en 1905, ça dure, 2 minutes à peu près. Puis quand on passait dans la vie un des trucs populaires pour ne pas se faire assassiner par l'Église, c'était de passer des films religieux. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça durait, 1h30 à peu près. Généralement, on comptait ça en pieds. Et on vous présente ce soir 2000 pieds de films. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et les bobines, c'est rare qu'ils duraient plus que 2 minutes. Vous imaginez le nombre de bobines qu'il y avait à passer pour un film d'1h30. Ah, le cinéma, il servait à cette époque-là, surtout d'intermède. Parce qu'il y avait du vaudeville dans les scopes. Le spectacle principal, c'était du vaudeville. M. Lavigne, qui avait le SCOP, lui, il disait qu'il pouvait asseoir 800 personnes dans son SCOP. Mais il exagérait, là, c'est sûr. J'ai pris les dimensions de la bâtisse, à mon avis, il ne pouvait pas en rentrer plus que 200. mais ça vous donne une petite idée de la vie qu'il y avait dans le quartier. Il y avait de la vie. Il y avait, à partir de 63, 64, à peu près 63, il y a la Ligue commerciale de Bal-Rapide qui va quitter le parc Fontaine pour aller s'installer au parc Saint-Rédempteur. Et pendant des années, la Ligue commerciale de Balmol va avoir ces joutes-là pendant tout l'été. Là. C'était très important. Hein? Aujourd'hui, les gens, ils regardent le baseball à la télé. On regarde tout à la télé, tu sais, le hockey. Et on regarde les grandes équipes professionnelles. Mais je peux vous dire, nous, que de regarder la Ligue commerciale, il y avait des sacrés frappeurs là-dedans. C'était aussi bon que regarder un match des professionnels. On a souvent tendance à toujours dire « Ah, eux autres sont bien meilleurs que nous autres ». Mais il y avait des joueurs, par exemple, au Parc Fontaine, qui étaient capables d'être au coin de la rue Kent et de la rue Papineau. Vous savez un petit peu ce que ça veut dire.
Et frapper la balle, une balle molle, hein, une softball, c'est gros, hein? C'est pas mal plus dur à envoyer loin qu'une baseball. La frapper dans la rue Saint-Jean-Baptiste. Il y avait des fameux frappeurs. Et ça. Elisabeth Bruyère, aujourd'hui. Ouais, Elisabeth Bruyère. Alors, vous voyez la distance qu'il y a pour frapper une balle comme celle-là? Alors, on a toujours tendance à aller voir, là, la télévision nous vend les grands professionnels, etc. Mais on avait du sport ici très, très, très intéressant. On avait des équipes de hockey très intéressantes. Je pense au Royal Volant, hein, qui ont gagné la Coupe Harlan, qui sont allés jusqu'en Europe. Alors, tous ces gens-là jouaient ici. D'ailleurs, on va construire l'aréna de Hull à la fin des années 50. Il y avait une glace intérieure avant à Hull, c'était sur la rue Laurier. Et c'était une glace intérieure, mais non pas artificielle. C'est-à-dire qu'on devait être construite plus bas que le niveau de la terre, puis on ouvrait des soupirails pour laisser rentrer le froid, puis ça maintenait une glace. Mais on pouvait rentrer là 2000 personnes déjà. Ça s'appelait le Parc Royal. Ça a brûlé en 1928, puis là, pendant 30 ans, on n'aura pas d'aréna. Et on va construire l'aréna sur un terrain qu'une famille va céder à la ville de Hull. Et le terrain a été cédé pour des fins de loisirs, sportifs, etc. On a convaincu la descendance de la famille de modifier le don de leur père, là, de sorte que la ville peut en faire ce qu'elle veut aujourd'hui. Ce qui m'amène à dire que faites jamais un don avec des conditions à une ville. Vos enfants vont pouvoir le changer 50 ans plus tard. Les villes trouvent toujours le moyen avec des avocats. Les avocats trouvent toujours le moyen de changer les choses. De sorte que sachez qu'il n'y a rien de pérenne. Quand vous faites un testament, il n'y a rien de pérenne. On peut changer ça. Donc, l'aréna va être un lieu très important. Pas seulement parce qu'il y a du hockey, mais aussi parce qu'il y a le salon du commerce. Y en a-tu ici qui se souviennent du salon du commerce? Bon, ben écoute, on est au moins deux de mon âge. Ah, c'était comme l'exposition d'Ottawa, en fait, en plus petit, en beaucoup plus petit. Et ça attirait des foules de gens. Mais il ne faut pas oublier que c'est une époque où tout le monde, ou à peu près, se connaît. Grande différence avec aujourd'hui, les gens se connaissent. Et il va arriver, donc, dans les années 60, en fait, début des années 70, qui, à mon avis, était une catastrophe, surtout à cause de la façon dont ça a été fait, les expropriations. Boulevard Sacré-Cœur. Oui, Maisonneuve, mais si on parle du quartier ici, c'est Sacré-Cœur, surtout, hein, Sacré-Cœur, une partie de Saint-Henri, Chénier, Mans, Falardeau, Saint-Laurent. Hein. Et il faut savoir qu'au début, quand on va décider d'exproprier ce Sacré-Cœur, l'objectif, c'est de pousser, de tordre le bras aux députés fédéraux pour installer, je pense que c'était le ministère de l'Agriculture, sur le boulevard Sacré-Cœur. Il n'y avait pas eu d'appel d'offres du gouvernement, rien de ça, mais la ville a décidé, là, on va chasser du monde pour avoir des édifices fédéraux. Et évidemment, le ministère de l'Agriculture ne viendra pas. On va donc avoir chassé, je ne sais pas combien de personnes, à peu près, à l'époque, mais sûrement plus d'1 millier de personnes, parce que c'était dense, hein? C'était pauvre et dense. Évidemment, ça avait besoin de rénovation, etc. Mais disons que c'est un moyen. On va construire, on va essayer de se faire pardonner en construisant des logements sociaux, hein, le 40-50 Sacré-Cœur, puis sur la rue Mance. Mais ça va tout déséquilibrer le quartier. Ça va être un petit peu la fin du quartier. C'est encore frappant de voir, en tout cas, du moins à ces époques-là, puis c'est pour ça qu'on doit, comme citoyen, être vigilant. Les politiciens ne représentent pas toujours la population. Et dans ce cas-là, ça a été
En cas, dans le cas des expropriations dans l'île de Hull, la population n'a pas été représentée, ni par ses députés, ni par ses conseillers municipaux, ni par son maire. Pour moi, ça, c'était une véritable catastrophe qui a tué le quartier. Et regardez aujourd'hui ce qu'est l'île de Hull. Hein? Vous n'avez plus un cinéma dans l'île de Hull. Vous n'avez plus un grand magasin d'alimentation. Il n'y en a plus de ça. Vous n'avez plus d'aréna. En fait, il n'y a plus d'aréna pour les gens d'une bonne partie de l'ancienne ville de Hull. Hein? Et la plupart du temps, ces choses-là sont disparues, puis vous n'avez pas eu le droit de vous exprimer. Donc, je trouve qu'une rencontre comme celle que vous avez aujourd'hui, c'est bien important. Et il est bien important que pour vous autres, pour les gens d'Île de Hull, de suivre de très près ceux qui sont censés vous représenter. Parce que les gens qui sont censés nous représenter, bien, ils ne nous représentent pas toujours. Et je t'amène de le dire, puisque j'ai été conseiller municipal pendant 9 ans et je n'ai vu de toutes les couleurs. Les lobbies, et particulièrement les lobbies de la construction, sont extrêmement puissants à Gatineau. Extrêmement puissants. Et quand les gens de la rue Notre-Dame ont réussi à conserver leur coin de quartier, la rue Notre-Dame, écoutez, ça, c'était exceptionnel. Ce n'est pas le genre de choses qui arrivent souvent. Je pense que c'est la deuxième bataille que les citoyens ont remportée. Une qu'on avait remportée dans les années 70 autour du Parc Fontaine, parce qu'on voulait exproprier tout le tour du Parc Fontaine, et que les citoyens ont gagné. Mais encore, à chaque fois, il faut qu'il y ait des comités qui soient mis sur pied, puis qu'on engendre des batailles. Et ça, c'est possible. S'il y a des choses qui sont pas... Comment on a sauvé l'école Saint-Rédempteur, par exemple? Vous avez vu le nombre d'écoles dans l'île de Hull qui sont disparues? C'est un peu renversant. C'est normal, c'est vrai que les familles sont beaucoup plus petites qu'elles étaient dans les années 50. Mais quand même, il faut regarder aujourd'hui les résultats. Là. Et pour regarder l'école Saint-Rédempteur, on n'a pu la garder grâce, entre autres, aux coopératives d'habitation. Parce qu'après les grandes expropriations, il y a une coopérative d'habitation qui s'est mise sur pied, la coopérative d'habitation Reboul, hein, qui va construire en partie sur Sacré-Cœur, mais qui va aller beaucoup plus loin que ça, qui va racheter des terrains, des maisons un peu partout dans l'île de Hull, particulièrement dans ce quartier ici, et qui va rénover ces maisons-là. Et bien souvent, les maisons vont être achetées à des endroits stratégiques. Par exemple, le long du parc sentier de l'île. Parce qu'un des objectifs du fédéral, c'était d'agrandir le parc sentier de l'île, l'élargir. On voulait avoir plus de parcs et moins de monde. Surtout moins de Hullois. Puis, le fait d'avoir des logements coopératifs, c'est d'avoir des organismes qui sont capables de se battre, qui sont capables de se mettre ensemble et de lutter. Et ça, c'est important. Fait qu'il y a une autre coopérative qui va se mettre sur pied après, la coopérative sur l'île, rue Charlevoix. Puis après ça, la coopérative d'habitation du Ruisseau. Je ne sais pas combien de logements coopératifs qu'il y a maintenant dans l'île de Hull, mais il y a aussi des logements qui appartiennent à des OSBL. Et c'est dans ces endroits-là que l'île de Hull a le plus résisté aux pressions des constructeurs, puis des gouvernements. N'oubliez pas, j'aurais dû l'apporter avec moi, j'ai un article de journal. C'est Oswald Parent qui fait un interview avec le journal Le Droit à peu près 1 an avant sa mort. On lui demande, c'était quoi son plus grand regret? Il faut savoir qu'il a été député du comté de Hull pendant 20 ans. Et sa réponse, qui a toujours été la même, de ne pas avoir détruit l'île de Hull. Et je pourrais te l'envoyer, cet article-là. Je l'ai conservé, ça m'a trop frappé. Alors, un des problèmes que nous avons comme citoyens, que j'ai remarqué là, en faisant l'histoire, c'est combien on n'a pas de mémoire. On n'a vraiment pas de mémoire. On remet en place souvent des gens qui nous ont trahis, trompés. Fait que, grosso modo, c'est un petit peu ce que je avais à vous dire. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans le quartier Saint-Rédempteur. Maintenant, j'aurais pu m'étendre sur le parc Fontaine, d'autres endroits, mais je pense que ce n'était pas le but. Hein?
OK. Posez des questions. Allô? Allô? Marche-tu? OK. Oui, je voulais juste que vous me rappeliez à quelle année c'est arrivé l'explosion de l'usine de Virit? D'explosifs? Oui. OK. Oui, monsieur. Quand vous avez compté le bout de l'histoire, vous savez que la famille a légué le terrain de l'Arena. Vous n'avez pas spécifié si la famille, c'était bien la famille Guertin? Non, ça n'a rien, à voir avec la famille Guertin. Mais là, c'est ça, je comprends pas. La famille lègue le terrain, puis pourquoi ça s'appelle Guertin? Parce que c'est Robert Guertin qui a lutté pendant, je ne sais pas moi, au moins 20 ans, puis a amassé des fonds pour qu'il y ait un aréna à Hall. Sur le terrain légué par d'autres. Oui. Puis les autres, la famille, elle s'appelait comment? Le nom m'échappe, là. OK. Ça reviendra plus tard. Là, c'était juste répéter ce que Oswald Parent avait regretté. Moi, j'étais dans le coin, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que... Il avait regretté son plus grand regret, c'est de ne pas avoir réussi à détruire l'ensemble de l'île de Hall pour la moderniser telle qu'on voit mettre sur... toutes des bâtisses gouvernementaux. C'est ça. Fédéral. Ouais. Vous n'avez pas spécifié, par exemple, que sur Sacré-Cœur, il y a eu l'imprimerie qui est ça. un gros bâtiment. C'est vrai. Là, en 1952, l'imprimerie nationale qui s'est installée qui a là. remplacé le ministère de l'Agriculture. Mais ce qui est assez fascinant par rapport à l'imprimerie nationale, elle va s'installer là. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, ce n'est plus l'imprimerie aujourd'hui. Il y a plusieurs ministères là, dont le SCRS. Ah, ouais. Ouais. On a des espions dans la cour arrière? C'est bon à savoir. Mais ce qui est assez étonnant, l'imprimerie qui s'est construite là a toujours vécu pas mal en marge du quartier. Tu sais, je ne mélangeais pas les fonctionnaires de là et les gens de l'île de Hall. Très peu de gens de l'île de Hall travaillaient là. C'était un autre monde. J'ai travaillé là, moi. À l'époque, il y avait les services secrets, la police, la gendarmerie royale était aussi située là. Ouais. D'autres questions? Vous voyez ça, comment le futur là, de l'Arena Robert Gartin, si vous étiez à notre place, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je trouve que c'est un péché de détruire ça. Ça va à l'encontre du développement durable. Ça, c'est clair. On sait très bien que les poutres sont en bon état. On sait que le béton est bon pour à peu près 2 siècles. Oui, il y a eu de l'expertise sur ça. Il y a eu une entreprise qui est celle de M. Raymond Brunet, dont le grand-père, je pense, qui a construit l'Arena, qui, lui, a proposé à la ville une rénovation, restauration de l'Arena. La ville, ça ne l'a pas intéressé. C'est toujours intéressant d'entendre les gens dire, les entreprises dire « Oh non, on ne réparera pas, on ne restaurera pas, ça coûte trop cher, ça coûte plus cher que construire. » Mais on ne tient jamais compte, par exemple, du développement durable là-dedans. La destruction des matériaux, on ne tient pas compte de ça.
je ne sais pas si vous êtes allé à l'Arena dernièrement. Allez voir les poutres qui soutiennent la toiture. Bien, il y a des gens qui sont fascinés. En Europe, on appelle ça une forêt, hein, comme on voit dans les grandes cathédrales. Mais il y en a une forêt. Et il y a même des gens comme Michel Guittard qui dit bon, ça devrait être conservé, ça. Il y a toute une histoire derrière ça. Il y a non seulement une histoire, il y a l'histoire des. Vous autres, les plus jeunes, vous savez, il y a peut-être les plus vieux quelques-uns là, qui se souviennent de ça. Il y avait une équipe de hockey professionnelle à Hull. Le Canadien Hull-Ottawa. Des grandes vedettes comme qui sont devenues de grandes vedettes comme Robert Rousseau, Jean Gauthier, Claude Larose, les Tremblay, qui sont devenus des grandes vedettes du Canadien de Montréal dans les années 60-70, ont fait leur début de hockey professionnel ici à Hull, dans la Ligue de hockey professionnelle de l'Est. Jacques Plante a joué à Hull de nombreuses parties. Jacques Plante, y a-t-il quelqu'un qui sait qui c'est? Donc, quand on nous dit là, qu'il n'y a pas d'histoire chez nous, c'est pas vrai. Il y en a de l'histoire chez nous, mais on ne la connaît pas. Hein? Oui, madame. Bonjour, merci beaucoup pour la belle histoire. J'habite ici dans la région depuis 2017. Et dès que je suis arrivée ici, j'écoute toujours parler de la fusion Hull, Gatineau, Elmer. Je voulais savoir quel était l'impact de cet événement dans cette histoire. Une bonne question. J'avoue que moi, j'ai été en faveur d'une fusion quelconque. Pas de celle qui s'est faite, parce que Buckingham et Masson, faisant partie de la ville de Gatineau, je trouve que ça n'a pas grand sens. Hein. Mais ce qui m'a déçu, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est une erreur, c'est qu'au niveau démocratique, on a beaucoup perdu. Je vais donner un exemple. Vous aviez 3 conseillers municipaux dans l'île de Hull avant. Aujourd'hui, vous n'en avez même pas un pour l'île de Hull. Et un peu partout comme ça, partout dans la ville, démocratiquement, les gens ont perdu. Vous allez me dire, non, la réponse là, des politiciens puis des hauts fonctionnaires, dire ah non, mais tu sais, on avait trop de politiciens. C'est ça la réponse. Il faut diminuer. Vous avez vu la ville de Toronto, je pense l'année passée, l'année d'avant, ils ont coupé le nombre de politiciens, je ne sais pas combien, un conseil de 10-12 personnes pour 4 millions de personnes. Je ne sais pas si on va appeler ça de la démocratie. Mais il y a eu une époque où, à la ville de Hull, on n'était pas jumelé, mais presque avec une ville qui s'appelait Villeneuve-d'Ascq, en France. Villeneuve-d'Ascq, c'était à l'époque une ville de 85 000 habitants. C'était plus gros que Hull. Tu sais. Hull, on jouait... au moment de la fusion, il n'y a pas dû y avoir plus que 60 000 personnes dans Hull. Hein. 56 000, 60 000. Il ne faut pas oublier qu'on a chassé 6 000 personnes à peu près de l'île de Hull. Et à Villeneuve-d'Ascq, leur conseil municipal, c'était 28 personnes. Puis moi, je suis allé là, à plusieurs reprises. Et ici, on dit ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop gros. Fait que la question, moi, je me suis posée, comment ça se fait que ça marche là? Si ça marche là, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Ouais? On ne m'a pas donné de réponse à ça. Oui, monsieur. Bonjour. Oui. Mon nom, c'est Steven Boivin. J'ai un emploi qui est de type conseiller municipal à la ville de Gatineau. Vous êtes à la ville d'où? De Gatineau. Oui, oui, OK. Oui, c'est ça. J'ai été très... Elmer, pas le district d'Elmer précisément. Puis j'ai été très touché par votre histoire en lien avec les garçons et les filles de Pointe-Gatineau et Hull. C'est-à-dire que mon père est issu du Vieux-Hull et ma mère de Pointe-Gatineau, donc il est allé la chercher là-bas. Donc je suis très. Votre père n'a pas peur de sac de rocher de roche. Non, effectivement. Exactement. D'autant plus que ma famille, la famille Boivin, a beaucoup fait partie du groupe Hull Volant et des mouvements associatifs sportifs. Donc cet héritage-là, je le trouve très intéressant. Puis je suis même pas venu. En fait, je l'ai appris ici, là, toute cette histoire-là. La raison pourquoi je me suis pointé ici, c'est pas juste pour l'histoire de ma propre famille, là, mais c'est parce que c'est un peu au conseil municipal notre mandat de venir ici. C'est-à-dire que je vais juste vous réciter, si vous me le permettez, notre programme
programme qu'on s'est donné, tout le conseil ensemble. L'orientation sur la participation citoyenne, qui est d'encourager et promouvoir la participation citoyenne. Il y avait 3 engagements clés, qui est de reconnaître les associations, les groupes sociaux et les regroupements afin d'accroître la portée de leurs actions et le dynamisme que celles-ci apportent à la vie de quartier. S'assurer que la voix des citoyennes et citoyens vulnérables est prise en considération et que les décisions tiennent compte de leurs besoins. Et valoriser et stimuler la contribution de la population grâce à des mécanismes de consultation concertés et transparents. Fait que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Parfait. Puis en fait, je voulais juste remercier tout le monde d'avoir organisé cet événement-là, de nous permettre d'entendre. Et merci de partager votre savoir pour pouvoir prendre des décisions dans le futur. Donc, c'est important de savoir d'où on vient, de savoir où on va et de participer à ça. Donc, merci pour ce pan d'histoire. En tout cas, aujourd'hui, vous n'avez pas un travail facile comme conseiller municipal parce que les quartiers sont extrêmement grands. Donc, j'imagine qu'un conseiller municipal d'aujourd'hui doit être à plein temps pour bien pouvoir représenter ses citoyens. Moi, à l'époque, on était 3 dans l'île de Hull. Donc, on avait à peu près 4000 citoyens chacun. On était à temps partiel, puis je vais vous dire une chose, ça prenait tout notre temps partiel. Fait que j'imagine aujourd'hui, je ne sais pas combien c'est, un quartier, ça doit être... Pardon? 15 000, 20 000? Tu sais, là, je sais que l'île de Hull, puis Val-Tétro, une partie de l'ancien Reideville, Saint-Jean-Bosco, c'est un quartier. Il faut être à plein temps. Soit dit en passant, parlant des Aylmer, vous dites que vous êtes à Aylmer. Ça, c'est une chose qui n'existait pas. Hein? Les contacts là, de la population, les conseillers municipaux, les fonctionnaires, Aylmer, ça se parlait, ça se voyait, etc. Mais la population, c'est pas vers Aylmer qu'elle allait. C'est vers Pointe-Gatineau, vers Gatineau. En fait, les fondateurs de Gatineau, c'est la ville de Hull. On a chassé tellement de monde de Hull qu'on a créé Gatineau. Puis un jour, on s'est ramassé, il y avait 120 000 personnes à Gatineau, puis 60 000 à Hull. Après ça, on se dit, mais comment ça se fait que la ville elle s'appelle Gatineau au lieu de Hull? Ben, hein? Il suffit de compter le nombre de personnes, mais la réponse était là. Pardon, ben oui. À Québec, ils sont pas fous, hein? Ils ont compris ça vite. Oui, madame. Oui, allô. Hey, moi, j'aime tellement ça, les micros, aujourd'hui. Je trouve ça excitant. Mais... Je ne dis pas que tout le monde est d'accord avec moi, par exemple. En tout cas, merci. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très émouvant, ce que vous venez de nous partager. Je trouve que ce qui se passe en ce moment, c'est extrêmement intergénérationnel, puis je trouve que c'est ce qu'on est en train de vivre. Tu sais, ce matin, on parlait un peu plus de faits, de constats, de tactiques, de recherche. Mais ce qu'on est en train de partager en ce moment, puis ce que vous nous amenez comme information, c'est vraiment de l'ordre de l'affectif. Puis je trouve que ça, c'est peut-être quelque chose que dans notre stratégie pour ce qu'on présente contre Guertin, c'est on doit prendre en compte ces histoires-là, ces vécus-là, puis notre rapport émotionnel à nos communautés, parce que c'est vrai, plus tôt cette année, en septembre, il y a eu une artiste française, Sarah Séné, qui est venue rencontrer des gens à travers le centre d'artistes Diamond puis Axno 7, puis sont venus rencontrer tout plein de monde. Elle est venue rencontrer tout plein de monde sur l'île de Hull. Puis surtout des personnes qui gravitent autour du lab. Puis ça, moi, j'ai vraiment senti que ça avait un impact super intéressant dans la communauté. C'est un projet artistique, c'est un projet culturel. Puis j'ai senti que, tout comme ce que vous venez de nous partager, c'est quelque chose qui est essentiel quand on bâtit une communauté, puis quand on envisionne les espaces comme présents puis futurs qu'on veut habiter ensemble. Fait que je vous remercie. Pour moi, ça me met comme quelque chose de plus dans mon petit panier à idées de partager ces vécus puis d'aller les chercher aussi, tu sais. Parce que moi, je savais rien de ça. Puis, ben, je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier. Merci. On m'a posé une question tout à l'heure concernant le terrain de l'aréna. Quoi faire avec ça, tu sais?
Si on y construit du logement, en cas l'ancienne administration, l'ancien maire s'était engagé à construire du logement sur les terrains de l'Arena. C'est sûr que du logement, ça serait bon pour le quartier. Mais si le logement n'est pas construit par des coopératives, n'est pas construit par un OSBL, n'est pas construit par l'office municipal, ça ne sera pas du logement pour vous autres. Ça ne sera pas du logement pour les gens de l'île de Hall. Il suffit de regarder ce qu'on a construit. Puis c'est pas construit pour les lois, hein? C'est construit pour les Ontariens. Quand on s'appelle de Vibe, de View, puis de Oui, ben, veut dire, tu sais, on ne tient pas compte des gens qui demeurent là. Donc, il faut que les gens s'approprient le terrain pour en faire ce qu'eux ils en veulent. Et non pas ce que les entrepreneurs veulent faire. Parce qu'eux, leur objectif, là, j'entends souvent pleurer. « Ah ben nous, on veut le bien de la ville de Gatineau. » Ben, ils vont l'avoir, le bien. Ils le prennent. Oubliez jamais ça, ils travaillent pour eux-mêmes. Oui, monsieur. Premièrement, j'aimerais vraiment vous remercier pour nous raconter l'histoire. C'est vraiment informatif. En passant, je comprends, vous avez travaillé avec Mme Michel Guittard, oui. L'historienne. J'ai acheté ma première maison de elle. OK. Puis, mes enfants sont nés là, sur la rue de l'Or des Ormeaux. Ah oui? Oui, ah, c'est fait bien, que ça. anecdote, mais tu diras allô si tu la vois. OK, on va pouvoir parler de vous autres bientôt, puisque Question. avec un de vos collègues ici, là, on siège à un comité de consultation du Parc Fontaine pour le réaménagement. Excusez. Je pense que tout le monde ici trouve que c'est une grande tragédie. La dépopulation de la ville de Hall, puis la perte de la vie qui a été une fois, dont vous avez tellement bien raconté. En grande partie à cause des expropriations, mais à cause aussi du développement des banlieues. La spéculation. Les gens partaient, la spéculation, les gens partaient. Juste l'île de Hall, il y avait 15 000 personnes. Aujourd'hui, on y trouve un tiers de cette population. Aujourd'hui, finalement, largement à cause du développement durable, les incentives, puis le manque de terrain en banlieue qui commence à se faire, on voit qu'il y a un intérêt, même je dirais une pression sur le centre-ville pour le repeupler. Puis cette pression-là vient avec un potentiel de ramener de la vie puis des gens à l'île de Hall. Je me demandais quelles sont vos recommandations, votre vision par rapport à ce repeuplement-là, puis un retour de vie sur la ville de Hall. Moi, je ne suis pas un urbaniste, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on nous parle d'augmenter la densité, c'est vrai qu'il peut y avoir des densités plus élevées. Mais il y a une différence entre avoir des moyennes de 4 étages, 5 étages, puis avoir des 15, puis 20, 25 étages. Moi, je suis allé à un moment donné dans une ville il y a longtemps qui s'appelle toujours Besançon. 85 000 habitants. C'était grand comme l'île de Hall puis une partie de Wrightville. Puis il n'y avait pas un édifice en hauteur là-dedans de 12 ou 15 étages. C'était tout du 4-5 étages. Donc, on peut densifier un quartier, mais on n'a pas besoin d'aller dans le 15 puis 20 étages comme on nous a fait pour le Oui, etc., le View. Ça, c'est tout. De toute façon, c'est du logement pour personnes qui ont beaucoup de sous. Puis, regardez ce que les coopératives ont pu faire. Je pense à la coopérative d'habitation Reboul. Tu sais, il y a des 2 chambres à coucher à coopérative d'habitation de Reboul qui sont moins de 500 $ par mois. C'est vrai, hein? C'est donc possible de faire ces choses-là. Et c'est quoi la moyenne de prix d'un logement de 2 chambres à coucher actuellement dans Gatineau? Chambre. Je disais que les logements neufs sont construits dans Gatineau. En moyenne, c'est 2028 $ pour un 2 chambres. Par mois. 2028. Le plus souvent, non chauffé, non éclairé. Les anciens logements aussi, les logements qui existent déjà, sont autour de 1 500. Ouais. C'est pas juste les logements neufs qui sont chers, c'est tout. Donc, ça nous montre là, tout l'intérêt qu'il y a à se prendre en main. Puis à Reboul, là, ils ont quand même réussi ça. Là. C'est près de 150 logements. Combien exactement? Moi, j'ai vécu à Reboul 16 ans, donc on avait 152 logements à l'époque. Hein, et ils ont réussi à faire ça, à restaurer, rénover de nombreux logements. Ça montre la différence entre se fier à un entrepreneur puis se fier à soi-même en groupe. Je voudrais revenir sur
votre avis à propos des fusions municipales. Je suis un peu d'accord avec vous que Masson-Buckingham, c'était pas nécessaire. Gatineau, Hall, Elmer, oui. Mais moi qui participais déjà avant les fusions aux réunions de conseil et posais des questions, ben, dans le temps, c'était à la BIN avant les fusions. J'étais à Gatineau. À la CRO aussi. À la CRO aussi, d'ailleurs. Mais la CRO, c'est pas un lieu de pouvoir, ça, là. C'était là où les maires se rencontraient pour décider ensuite dans les villes. Ouais. Moi, je trouve que j'ai milité en faveur des fusions plutôt que faire 2-3 conseils dans le même mois. Là, j'en en fais rien qu'un. Ça faisait moins de déplacements pour moi, en tout cas. Ça, c'était ça. Pour les gens qui se préoccupent et qui s'occupent de leur municipalité, puis de se rendre au conseil, puis poser des questions régulièrement. Cela dit, c'était la CUO en dernier. Oui. Mais pour revenir à Guertin, vous avez dit que c'est dommage de détruire l'aréna. Je me rappelle, Brunet disait qu'il était bon pour un autre 15 ans. Plus que 15 ans. Plus que 15 ans? Ah ouais. Mais là, ça fait au moins 5 ans de ça. Non, il n'a jamais dit qu'il n'y avait pas besoin de rénovation. C'est ça, là, il mais parle il faut du aussi toit. savoir, hein, c'est comme plusieurs maisons que vous voyez dans l'île de Hall, puis on dit, mais écoutez, on ne peut pas récupérer la maison, il faut la démolir. Mais c'est sûr qu'il faut la démolir si on était 20 ans sans l'entretenir. Tu sais, ça, c'est vrai pour n'importe quelle maison. Pour n'importe laquelle maison. Ce que moi aussi, j'aurais tendance à vouloir la garder, la structure de l'aréna, mais en même temps, pour construire en hauteur, il y a des endroits aussi que c'est bon de construire en hauteur. Et là, c'en est un endroit parce que c'est au nord, ça ne nuit pas à personne. L'ombrage est dans le ruisseau ou l'autoroute. Ça fait que ça ne nuit pas, du moins, puis c'est la polyvalente de l'île c'est des murs, pas de châssis, ce bord-là. Fait que ça ne nuira pas de construire en hauteur. Est-ce qu'on peut... Mais ça va-tu donner du logement abordable? Ben oui, pourquoi pas? Ben, c'est mieux de vous autres de le construire parce que vous n'aurez pas de logement abordable. Le promoteur, lui, c'est pas du logement abordable, il veut c'est des profits. Oui, mais je parle pas de laisser ça au promoteur, là, que la ville puis les gouvernements s'impliquent, puis nous autres, comme de raison. Mais ce que je me demandais, c'était, pour l'ensemble du site, là, y compris le Pacobus, là, c'est pas souhaitable que ça soit seulement des logements abordables et sociaux. N'est-ce pas? Il me semble qu'il faut faire. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que quand c'est des logements pour les riches, on se dit que c'est souhaitable qu'ils soient tous pour les riches. Mais non, on ne se pose jamais cette question-là quand c'est pour les plus riches. Est-ce qu'on veut refaire des ghettos? C'est ma préoccupation. Pourquoi est-ce que les gens qui auraient des logements à prix raisonnable seraient des gens en ghetto? Est-ce qu'on dit que c'est un ghetto, le Vieux? Bien, on regarde en Europe, en France, là, c'est ça qu'ils ont fait, là, des quartiers de pauvres. Oui, mais il y a des ghettos de riches, oui. Mais on a à apprendre aussi des Français. Moi, je suis allé plusieurs reprises pour apprendre de ce qu'ils font de bon, mais j'ai compris aussi ce qu'ils font de pas bon. Oui, puis pour pas répéter ce qu'ils ont fait de pas bon. Effectivement. OK. Parlant de la fusion, moi, je pense que le grand défaut de la fusion, c'est qu'il n'y ait pas d'arrondissement. Et la démocratie a perdu beaucoup à cause de ça. Bonjour, bonjour Raymond. Bonjour. Bonjour, oui, Paulette. Lui, il y a une question. Moi, je vais juste dire une petite chose. Moi, j'ai été expropriée. J'ai été dans une des premières expropriations de l'R6, c'est-à-dire de l'R6, oui. Oui. Et j'ai vécu tout ça et on allait à beaucoup de réunions. Je vais juste dire une chose. Raymond parlait souvent des conseils municipaux. À cette époque-là, Raymond a été conseiller municipal. Les citoyens qui se sont battus avec lui au Parc Fontaine ont décidé d'en faire un conseiller municipal. Moi, je voulais juste souligner son implication, tout ce qu'il a fait avec les gens, parce qu'on travaillait avec lui. Je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a des citoyens et citoyennes qui se sont impliqués, qui ont fait en sorte que des gars comme lui puissent faire du travail et collaborent avec toute la communauté de l'île de Hall. J'ai quitté l'île de Hall, je suis revenu, je n'ai pas nécessairement retrouvé ça. Alors, je trouve que je voulais féliciter Raymond parce que je n'ai jamais dit publiquement comme ça, mais je trouve qu'il a fait un travail
avec ses collègues, pas mal extraordinaire, soit pour le Parc Fontaine ou comme conseiller municipal. Je me souviens de la Coop Roboul, entre autres, quand ça a été construit dans l'Air 6. Fait que, excusez, l'Air 6, là, c'est Maisonneuve à tout le gros coin qui a été. Nous autres, on a toujours appelé ça l'Air 6. Jusqu'à Saint-Denis. Fait que c'est ça que je voulais dire. Ben, c'est merci. que, Mais félicitations, Raymond. j'étais bien surveillé, hein? Je vivais dans une coopérative, là, que j'étais bien surveillé. Une dernière question? Je voulais y aller très rapidement, c'est juste un commentaire. Moi, je suis le coordonnateur de la table de concertation sur la fin, mais je sais aussi, ça arrive à des gens bien français. Puis on a parlé de ce qui marche, mais ce qui ne marche pas vis-à-vis du logement social. Ça arrive à des gens bien. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord. Moi, j'ai cherché, je suis allé chercher beaucoup de solutions en France, puis aussi de problèmes, dire à pas répéter. Sur la rue Eddy, là, vous avez un bâtiment des Compagnons d'Emmaüs. Oui. Le fondateur des Compagnons d'Emmaüs, c'était l'abbé Pierre. Oui. La loi qui encadre les logements sociaux en France, elle vient de l'abbé Pierre. Oui. Vous avez une loi en France qui s'appelle la loi SRU, qui oblige chaque municipalité, dépendamment de sa taille, à avoir un pourcentage de logements sociaux. Alors c'est intéressant, c'est parce que ça fait, vous avez entre 12 et 18% de logements sociaux dans chaque municipalité, au-delà d'un certain seuil. Oui. Mais dépendamment que vous ayez des municipalités de gauche ou de droite, puis c'est pas pareil la politique municipale en France, vous avez des municipalités de gauche, des municipalités de droite, puis c'est très clair. Puis si c'était une municipalité de gauche, ils allaient faire attention à faire de la mixité sociale, à mélanger un peu, puis à panacher, à avoir des quartiers où il y avait un petit peu de tout au niveau de classe sociale. Des logements qui étaient en HLM, des logements à l'équivalent de coop, puis des logements privés, avec différentes tailles. Donc du grand bâtiment, du moyen, donc 3-4 étages, puis des maisons individuelles. Si vous étiez une mairie de droite, ce que vous faisiez, c'est que vous sélectionnez un quartier et vous mettiez tous les logements sociaux dans le même quartier. Donc vous aviez un ensemble où c'était effectivement un ghetto, comme on le parle, puis vous aviez justement une concentration des problématiques dans ces quartiers-là. Puis vous avez cité Villeneuve-d'Ascq. Villeneuve-d'Ascq, c'est rigolo parce que il y a 50 ans, Villeneuve-d'Ascq, ça n'existait pas. C'est une ville nouvelle, Villeneuve-d'Ascq. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait trop de monde dans une grande ville, une métropole, c'est Lille. Ils se sont dit, on va mettre tous les logements sociaux à Villeneuve-d'Ascq. Comme ça, les gens ils seront loin du centre-ville, on les verra moins, ça nous posera moins de problèmes. C'est aussi des stratégies comme ça. Puis au niveau de la ghettoisation ou le fait de concentrer, ou qu'il n'y ait pas assez de mixité sociale dans un quartier, vous avez le quartier, mettons, dans Jean Dallaire, à côté de la filature, derrière, là, vous avez un quartier de l'OMH. Nous, on travaille en sécurité alimentaire, puis quand il y a eu la dernière grande tempête, vous vous souvenez, là, cette année, je pense même l'an dernier, au mois de mai l'an dernier, il y a eu une coupure de courant pendant assez longtemps. Ce qui s'est passé dans ce quartier-là, ils n'ont pas eu de courant pendant 3, 4, 5 jours. Puis les impacts d'une coupure de courant, les gens, ils perdent ce qu'ils ont dans leur frigo, dans leur congélateur. Et dans ce quartier-là, c'était le quartier où, justement, vous avez une plus grande proportion de gens qui dépendent de prestations sociales. Mais j'aimerais souligner que la mixité sociale, elle existe ici. La Coop Roboul, j'ai vu une des membres tout à l'heure qui était là, elle est partie. La Coop Roboul, c'est la mixité sociale. Les jardins Montbleu, vous connaissez sur le boulevard Montbleu, près de Cité des Jeunes, il y a 3 gros bâtiments, là. J'étais à l'époque président de l'Office municipal d'habitation. J'ai récupéré ça. C'était une faillite de McLeod Construction. C'est de la mixité sociale là-dedans. T'sais. Développement le loyer abordable, c'est pas nécessairement un logement social. Mais les gens payent un coût, ce qui en coûte de faire fonctionner ce logement-là ou cette propriété-là. C'est une différence avec le logement social. On a une subvention selon notre salaire. Mais il n'y en a pas de logement abordable. Les gens, là, on veut que les gens travaillent aux promenades de Gatineau, là, ou encore, mais là, de moins en moins aux galeries de Hall, à salaire minimum. Mais quand il arrive le temps de loger ces gens-là, on n'a pas de logement pour eux autres, mais on veut les payer au salaire minimum. Puis j'entends constamment, on va augmenter le salaire minimum à 15,25 $. Déjà, des entreprises sont mises à crier, c'est bien trop. Mais c'est jamais trop quand on charge un loyer. Et d'avoir du logement abordable, c'est possible. La ville de Vienne, en Autriche. La ville de Vienne, 65% des logements de la ville appartiennent à la ville ou à l'État. Allez à Vienne, là, pas une ville là, où les gens se traînent les rues. Là. Si eux sont capables de le faire, et là, on vient de prendre une décision à Berlin, en Allemagne, où on veut faire la même chose. Pourquoi si on n'en parle pas? Parce qu'on a un lobby drôlement puissant contre ça.
Mais c'est possible. Si d'autres le font, nous, on est capable de le faire. Ça va? Merci. Merci beaucoup, Raymond.